Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque semaine donc pour une nouvelle émission avec un invité que j'ai eu l'habitude déjà de recevoir à plusieurs reprises, mais compte tenu de l'actualité, c'était plus que jamais passionnant de recueillir ses impressions. C'est Juan Branco. Bonsoir Juan Branco. Bonsoir. On rappelle que vous êtes bien sûr avocat, mais j'ai décidé de vous inviter cette semaine à plusieurs titres. Tout d'abord, compte tenu de l'actualité évidemment la plus brûlante, on va dire, avec cette condamnation désormais définitive de Nicolas Sarkozy, comment est-ce que vous avez réagi à ce qui semble être un coup de tonnerre, mais qui était assez attendu finalement? Écoutez, Nicolas Sarkozy est un avocat au barreau de Paris qui a écopé de plusieurs condamnations qui n'étaient pas définitives. Celle-ci est la première pour avoir tenté de corrompre un magistrat de la Cour de cassation, donc une atteinte à l'ordre judiciaire direct. Quelque chose qui ne devait pas... Il s'en défend, hein, il y a un tweet... Il est condamné définitivement, donc il peut s'en défendre, c'est un peu tard, et il n'a jamais remis en question l'autorité de la justice de façon générale. Donc il est un peu tard maintenant pour prétendre qu'il y aura une difficulté. Il a exercé des recours, il a décidé de se défendre dans le cadre de la procédure. Une fois que cela est fait, il faut revenir à ce qui a été diffusé et révélé, c'est-à-dire... un échange dans lequel, en gros, il essayait, à travers un magistrat auprès de la Cour de cassation, de s'assurer du devenir d'une de ces procédures, en l'occurrence dans l'affaire libyenne. Je pense que c'est quelque chose qui est assez commun dans ces sphères, parce que malheureusement, la magistrature est très soumise au pouvoir politique, et notamment les mouvements des magistrats sont déterminés en grande partie, pour une grande partie d'entre eux, par le pouvoir politique, qui du coup est habitué à jouer au jeu des chaises musicales pour favoriser les magistrats qui sont en leur faveur et au contraire mettre au placard ceux qui les gênent. Donc Nicolas Sarkozy a fait ça en tant que président pendant des années et il pensait qu'une fois qu'il n'était plus président, du fait de ses liens, en l'occurrence avec le prince Albert de Monaco, il pourrait continuer à échanger des services et des faveurs. Moi je trouve que c'est là où c'est très révélateur. C'est que dans le petit monde parisien, la dignité des magistrats s'achète. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit, parce qu'on se fixe beaucoup sur Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog, mais quelque part, eux n'ont fait que continuer à se comporter comme un système leur avait appris qu'on pouvait le faire. C'est-à-dire, quand on est président de la République ou un personnage influent de la République, ils sont avocats choisir... comme vous, oui, mais confraternel. Voilà, mais à l'époque... Ils avaient été aux responsabilités et ils avaient encore des liens avec des chefs d'État, en l'occurrence le prince de Monaco, principauté dont on se demande toujours aujourd'hui pourquoi elle existe, si ce n'est pour alimenter des réseaux de corruption. Eh bien, ils se sont dit qu'ils pourraient permettre à ce magistrat de se la couler douce à Monaco et, en conséquence, influencer en leur faveur leurs affaires. Cet habitus n'est permis que par des effets de système. C'est-à-dire qu'au lieu de se concentrer sur la personne de Nicolas Sarkozy, je pense que c'est important qu'on s'interroge sur ce qui a permis que celui-ci pense qu'il pouvait agir de cette façon. Et si ce n'est au hasard de cette écoute, elle-même qui a permis par hasard de trouver une autre ligne téléphonique, ils utilisaient ce dont on aime beaucoup rire en rappelant le pseudonyme Bismuth, s'il n'y avait pas eu cela, et aujourd'hui ce serait impossible d'ailleurs de le retrouver, parce qu'aujourd'hui avec des logiciels comme Signal, comme WhatsApp et compagnie, on ne peut plus écouter ces conversations. Et c'est une des raisons pour lesquelles le narcotrafic... Bien sûr, et c'est pour ça que le narcotrafic est en train d'exploser en France, parce qu'on a privé les forces de l'ordre de la capacité d'écouter un certain nombre de conversations au nom de la confidentialité. Le fondateur de Telegram, ça n'a pas empêché d'être arrêté en France. Mais parce que justement, il ne coopérait pas, parce qu'il ne transmettait pas ces informations, justement, parce qu'il est devenu beaucoup plus difficile d'écouter. Donc il faut, en fait, pour les forces de l'ordre, faire appel à ce qu'on appelle des techniques d'enquête spéciale qui permettent de pénétrer les téléphones, les dispositifs eux-mêmes, ce qui est par ailleurs paradoxalement beaucoup plus intrusif et dangereux pour les libertés publiques. Et donc aujourd'hui, on n'aurait jamais pu savoir que ça fonctionnait comme ça. À l'époque, ils utilisaient encore des lignes bis, terre et ainsi de suite, et donc on a réussi à le savoir, mais si ce n'était de ce hasard, on n'aurait pas pu jeter la lumière sur quelque chose qui devrait faire honte à la magistrature française. C'est-à-dire qu'on a révélé le degré de porosité et de conflictualité d'intérêts qu'elle pouvait avoir à l'égard du pouvoir. Parce que ce n'est pas ce pauvre magistrat à Cour de cassation, Azibert, qui est le problème. Il est un symptôme. C'est-à-dire, en fait, c'est inscrit dans les mœurs. Quand on regarde la carrière d'un magistrat comme Rémi Heitz, aujourd'hui procureur auprès de la Cour de cassation, procureur général, on voit bien qu'il a vu sa carrière façonnée par Emmanuel Macron. Il était simple procureur, il était nommé
procureur de la République près de la Cour d'appel de Paris, après avoir été directeur général des affaires des grâces, puis après avoir été propulsé directeur de cabinet, puis procureur près de la Cour de cassation. Tout ça sous le mandat d'un seul homme. Pourquoi ? Parce que c'était son homme lige qui lui permettait d'étouffer les affaires qu'il fallait étouffer, de nommer les magistrats qui lui seraient fidèles et au contraire de protéger ses intérêts en s'attaquant à des opposants. Et ça, c'est un système qui découle, quand vous regardez comment Grégory Veil, aujourd'hui, à la tête de P20, la principale section du parquet de Paris, qui est en charge des affaires criminelles, qui a un poste fondamental, a organisé des procès spectacles pendant des années au service de la Macronie, que ce soit pour protéger Magali Berda, l'influenceuse amie de Brigitte Macron, qui montait les opérations de communication d'un certain nombre de ses membres du pouvoir, et qui a été condamnée pour escroquerie, et parce que Bouba a dénoncé cette escroquerie, a décidé de porter plainte pour cyberharcèlement contre des personnes qui, du coup, réagissaient à cette information. Bim, on en fait arrêter 25 citoyens, on fait un procès spectacle pour la protéger. Je pourrais vous parler de l'affaire Mila aussi, qui est une instrumentalisation complètement délirante. Je pourrais vous parler de la persécution. Quel que soit notre avis sur le conflit, la persécution des militants palestiniens et d'élus de la République, comme Mathilde Panot et d'autres, en pleine campagne européenne, convoqués au poste pour s'expliquer sur des tweets ou des positions qu'ils avaient prises sur ce conflit étranger. Tout ça, c'était sous la direction de cet individu et de la chef de section d'un autre parquet, AC2, qui s'occupe de ces affaires, Aline Ollier, qui était conseillère dans un cabinet ministériel avant d'être nommée à ce poste, auprès du secrétaire d'État à la petite enfance, qui était la main droite de Brigitte Macron au gouvernement. Il y a la DICRA aussi. Moi, j'ai reçu ici Étienne Chouard, qui a attendez, mais c'est quand même important. C'est-à-dire que vous passez d'être conseillère du gouvernement, au sein d'un gouvernement, à être à la tête d'une des sections du parquet les plus puissantes de Paris. Comment est-ce que vous voulez, dans ce cadre-là, qu'il n'y ait pas ensuite des tentations comme celle qu'a connue Nicolas Sarkozy, qui consiste à jouer des jeux de promotion et autres pour essayer d'obtenir des faveurs judiciaires. Ces faveurs judiciaires, elles sont obtenues en permanence aujourd'hui, au sein de la magistrature française, pour protéger ceux qu'il faut protéger et pour persécuter. Elles sont constantes et communes. Et il y a peu Emmanuel Macron mais ça a été aggravé par Emmanuel Macron. Et vous avez les magistrats intègres qui essayent de résister à ces mécanismes, qui se font soit écraser, soit mettre de côté, de façon à générer un effet qui fasse que le système continue à fonctionner comme il fonctionne. Donc il y a aussi un procès à se faire à l'égard de soi-même. C'est bien gentil là de faire une démonstration d'intégrité en faisant condamner Nicolas Sarkozy et son avocat et cet avocat général à la Cour de cassation. Je pense que c'est important et nécessaire, très bien, mais qu'on ne vienne pas prétendre que ça ne s'inscrit pas dans un fonctionnement systémique qui est particulièrement grave. Mais la peine, quand même, vous la trouvez... La peine est très légère. Très légère. Tentative de corruption d'un magistrat et vous écopez d'un an de bracelet électronique, donc de détention à domicile. Moi, je ne suis pas dans le populisme pénal, vous voyez. Je suis un avocat de la défense. J'essaie de résister à une machine oppressive qui souvent est fondamentalement injuste, qui est celle de la magistrature française, mais de l'État en général. L'État est une machine qui peut être redoutable et qui peut broyer les gens. Mais par contre, si vous regardez par rapport à l'échelle des peines habituelles, il y a une constante. Il y a une constante dans le système judiciaire français. Les hommes politiques qui font l'objet de poursuites et de condamnations ne vont jamais en prison. Moi, en Espagne, j'ai vu un tout-puissant ancien directeur général du FMI, M. Rato, qui avait été ministre de l'économie, eh bien, il allait en prison. Et il est rentré en prison. Il n'a pas eu des aménagements de peine. Or, vous voyez les magistrats français qui, systématiquement, condamnent. À l'époque, c'était... c'est parce que la durée le permet, non, parce qu'au-delà d'un an... Voilà, et à l'époque, c'était 2 ans. Et donc, jusqu'au moment où c'était 2 ans, ils condamnaient à 2 ans pile-poil, de façon à éviter la prison. Et maintenant, ils condamnent à 1 an ferme. Vous voyez, ils réduisent à chaque fois, ils s'adaptent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la lâcheté de ne pas oser envoyer ces personnes en prison, alors qu'elles n'hésitent pas une seconde à détruire des destins au quotidien, quand cela peut servir leur carrière ou quand cela peut servir un certain nombre d'intérêts. Donc, il faut à un moment donné, et ce n'est pas un discours anti-magistrat, mais il y a au sein de la magistrature des personnes qui se font aussi écraser par ce système, qu'il faut défendre. Il faut défendre l'intégrité de ceux qui résistent d'une part à l'hubris du pouvoir et aux tentations de cette fonction, mais il faut aussi que cette corporation s'interroge sur justement la déviance souvent marquée de beaucoup de ses membres et surtout de ses membres les plus influents. En tant qu'avocat, c'est insupportable de voir que les procureurs et les magistrats les plus intègres se retrouvent le plus souvent dans des cul-de-sac
complètement enterré, écrasé, avec une incapacité à construire une carrière qu'il mériterait. C'est douloureux. C'est douloureux de se retrouver dans une situation où on a vu quelqu'un qui méritait des éloges, qui a eu du courage dans une affaire, par exemple, disons, pour faire échouer une procédure que Brigitte Macron et Emmanuel Macron avaient enclenchée contre un gilet jaune à Toulon, à un moment où je le défendais. Donc, oser prendre une décision contre le président de la République, et bien de se voir derrière cornérisé pour le restant de leur carrière. On ne peut pas récompenser la lâcheté dans une société. C'est extrêmement grave. Son conseil, avocat au conseil, justement, Patrice Spinozzi a indiqué qu'il allait saisir la CEDH, je crois la Cour européenne des droits de l'homme. C'est assez ubuesque qu'un ancien chef d'État sollicite l'Europe pour lui venir en aide et pour peut-être éventuellement, à terme, ce qu'il laisse entendre dans son tweet de réaction à cette condamnation, laisse entendre qu'il pourrait faire condamner la France au terme de cette saisine. Écoutez, moi, j'ai aussi pour principe, dans le cadre d'affaires en cours où je ne suis pas avocat, de ne pas commencer à prendre parti pour une partie ou l'autre. Là, il va aller à la CEDH, c'est un droit qu'il a, c'est important qu'il exerce ce droit en tant que citoyen. Et la CEDH pourrait casser, d'après vous Écoutez, qu'il tente. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin, il a tout tenté jusqu'ici, qu'il continue à tenter. En tout cas. Voilà, il va être enfermé chez lui, sauf, encore une fois, je ne sais quel... Oui, donc ça veut dire que, en plus, ça pourrait être étudié après la condamnation par la CEDH. Voilà, mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien qu'on a une impuissance de l'appareil judiciaire français pour mettre fin à la corruption endémique de ce pays. Donc, il ne faut pas non plus se satisfaire de ce que là, ponctuellement, parce que... Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas dangereux aussi, Juan Branco, pardon, mais ça ne devient pas la République des juges quand même, à ce niveau-là aussi? Parce que Nicolas Sarkozy, d'aucuns le disaient qu'il allait peut-être revenir. Non, je pense qu'il y a un problème dans la justice française, c'est qu'on a du mal à avoir une application du droit qui soit stricte et rigoureuse. Je vous donne un exemple. Au Royaume-Uni, le joueur de football Benjamin Mendy a été accusé par 11 femmes de viol. Et il a été innocenté après un procès qui s'est déroulé quelques mois après les faits allégués. C'est-à-dire en quelques mois, on a réussi à faire une vérité judiciaire sur cette affaire. En France, il y a deux choses qui ne seraient pas passées de la même façon dans une circonstance comme celle-ci. D'une part, vous auriez mis des années à le juger, en saccageant non seulement la vie de l'individu ciblé, mais aussi éventuellement sa réputation, son intimité, mais aussi éventuellement celle de ses victimes, s'il avait vraiment commis ses victimes, le plus souvent en laissant en liberté entre-temps le présumé agresseur, avec toutes les conséquences que ça peut entraîner, ce que l'on a vu dans un certain nombre d'affaires. Et deuxièmement, il est illusoire en France de se voir acquitté dans une circonstance comme celle-ci où vous avez un panel. Pourquoi? Parce que la magistrature va faire une application molle du droit et va se dire si c'est flou, il y a un loup, s'il y a plusieurs personnes, ça veut dire que, etc. Et donc va se laisser céder à une sorte de populisme et de pression sociétale. Et en fait, j'ai vu des personnes qui se sont vues condamnées comme ça. En fait, il n'y avait rien de consistant si vous regardiez élément par élément, mais on agglomère un peu le tout, on fait sa sauce et boum, on condamne. Et ça, c'est un défaut de la magistrature française, c'est qu'elle a peur d'être extraordinairement rigoureuse sur le droit et d'exiger, en fait, quitte à peut-être un peu trop protéger à un moment, ou à l'inverse, à être trop dur contre une personne dont on sent qu'on aimerait bien finalement lui laisser un peu de chance parce que peut-être qu'il a commis une erreur, ou ainsi de suite. Dans les deux cas, il y a une sorte de droit mou en France qui est extraordinairement dangereux et qui explique une grande partie de la défiance de la société française à l'égard de la magistrature, au-delà des délais, de la procédure extraordinairement lourde que l'on peut connaître parfois, au regard aussi des insuffisances que l'on peut connaître à tous les échelons en termes de protection de la corruption et ainsi de suite. Il y a cette dynamique-là qui me semble à interroger. Et ce genre d'affaires doivent nous rappeler que l'autorité de la justice française, aujourd'hui, est remise en question de façon extraordinairement lourde parce que la légitimité du système qu'elle sert de façon générale est remise en question. On est dans des phases d'effondrement institutionnel qui touchent l'ensemble de la République. Il n'y a plus un pan de la République. Vous parlez de République des juges. Moi, je vous parle d'effondrement de la République tout court, que ce soit l'exécutif ou le judiciaire. Vous ne croyez pas qu'on tente de bâillonner Sarkozy, là, objectivement? Mais sa liberté d'expression publique est entière. Il peut parfaitement peser, on l'a bien vu, c'est-à-dire qu'il a eu droit à des poursuites judiciaires il est invité à l'Élysée très nombreuses et il est complètement intégré dans l'establishment, complètement protégé, il continue à faire des affaires. Et je vais vous dire, il continue à exercer en tant qu'avocat. On a essayé de me radier en tant qu'avocat pour avoir, et on continue à essayer aujourd'hui, pour utiliser des enveloppes noires avec les parquetiers, ce qui serait vu comme une approche hostile et inquiétante, des procédures complètement délirantes.
on n'a jamais lancé la moindre procédure déontologique ou disciplinaire à l'égard de M. Sarkozy, malgré ses multiples condamnations et les multiples faits qu'on pouvait lui reprocher. Il est parfaitement protégé, cet homme. Il est parfaitement protégé et il est, je vais vous dire plus, excessivement protégé. Et à l'inverse, des personnes qui, comme moi, défendent des opposants politiques, qui appellent à une remise en question fondamentale de ce système corruptif qui s'est installé à l'État, au sein de l'État français, se voient visées de façon harcelante par ces mêmes institutions qui se plient et se couchent devant ces personnalités. Donc là, il y a peut-être une question à se poser, plutôt que de s'apitoyer maintenant sur un président de la République qu'il a quand même légèrement cherché et dont on voit bien depuis des décennies que la porosité qu'il a eue avec les milieux d'affaires, avec son cabinet d'avocats, parce qu'il n'a jamais été avocat, cet homme. Ce qu'il a été, c'était un homme d'affaires déguisé. Il utilisait ses fonctions d'avocat comme de nombreux et comme de nombreux cabinets d'affaires à Paris. On l'a vu encore avec Athos et Breton, avec 200 millions d'euros dépensés par cette société envers des cabinets d'avocats français et parisiens pour évidemment protéger les opérations qu'elle menait, qui ont mené à la faillite de cette entreprise et à des nuisances extraordinaires pour ses actionnaires, mais aussi pour le bien commun, pour la souveraineté de la France, parce que ce sont des fonctions qu'elle met en œuvre qui sont fondamentales pour notre souveraineté. Et quand on a un seul cabinet d'affaires comme Darrois, qui est extraordinairement proche de l'Élysée, qui sous Thierry Breton touchait des dizaines de millions d'euros pour ne rien faire, d'autre que de protéger ces individus, ces politiciens à venir qui utilisaient Athos pour devenir comme passerelle, pour devenir commissaire européen, ainsi de suite, il y a de quoi quand même se poser des questions. Il y a quand même de quoi se poser des questions sur ce que fait le barreau de Paris pour éviter cette forme d'institutionnalisation de la corruption à travers l'avocature. Et non seulement ils ne font rien, mais en plus ils essayent de dissoudre, ça a été dernièrement une tentative, c'est peut-être de la petite cuisine pour vous, mais ça vous dit ce que c'est aujourd'hui le Petit Paris. Ils ont essayé de dissoudre la Conférence nationale des barreaux, c'est-à-dire tous les barreaux de France, dans chaque ville d'importance moyenne, il y a un barreau avec leurs avocats qui sont réunis, etc. Et cette instance s'opposait à l'extension du secret des affaires pour les avocats. Et qu'a fait le barreau de Paris ? Il a essayé de dissoudre cette instance pour essayer d'imposer cette extension de cette protection de la corruption des avocats. Vous voyez, quand on est dans des dispositions comme ça, avec des bâtonniers qui sont élus grâce à des campagnes financées par les cabinets d'affaires, des petits cocktails et ainsi de suite, on commence à se poser des questions non plus sur une partie des institutions françaises, mais sur la situation d'ensemble et la nécessité de provoquer soit une révolution, soit une révolte et un coup d'État, soit de se présenter comme on le fera peut-être aux élections présidentielles pour faire sauter tout ça et pour rendre au peuple le contrôle sur sa souveraineté et sur ses ressources économiques, parce que tout ça, c'est de l'argent du peuple français. Il faut arrêter de penser que l'argent pousse dans les arbres et qu'on peut, comme ça, d'un coup, le faire croître par magie. Alors voilà pour l'analyse en matière de droit, mais politiquement, sur encore une fois Nicolas Sarkozy, avant d'aborder d'autres sujets bien sûr, ça dit quoi politiquement de cette affaire? Elle dit quoi politiquement? Ça dit deux choses. Nicolas Sarkozy, de son avenir définitivement ça dit deux choses à mon avis. D'une part, c'est que Emmanuel Macron... Vous n'êtes pas forcément son ami, donc... Non, en fait, je suis indifférent à l'égard de Nicolas Sarkozy, qui est le passé, politiquement parlant. Vous voyez, c'est quelque chose... il a été... Alors que Villepin, c'est l'avenir. Non, peut-être que moi, je suis l'avenir. Voilà. Et voilà, c'est plutôt ça la question qu'il faudrait qu'on se pose aujourd'hui, parce que Dominique a un certain âge, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé à partir de mes 16 ans, que j'ai bien connu pendant près de 10 ans. Ouais, et il faut qu'on réfléchisse à un moment sur cette république rabataire qui soit fabrique des produits marketing comme Jordan Bardella ou Gabriel Attal, soit essaye de se reposer sur des personnes qui ont plus de 70 ans et qui n'ont pas forcément bien Dominique de Villepin, l'énergie. Je le connais bien. Mais donc juste pour finir sur la question que vous me posiez, c'est-à-dire ce que ça signifie politiquement, ça veut dire deux choses. Qu'Emmanuel Macron a joué au chat à la souris avec Nicolas Sarkozy pendant toutes ces années. Et Nicolas Sarkozy a cru qu'Emmanuel Macron le protégerait judiciairement. Et c'est pour ça que Nicolas Sarkozy a été autant en soutien d'Emmanuel Macron toutes ces années. C'est des pactes corruptifs de cette nature-là, et c'est ceux-là qui sont graves, beaucoup plus graves que ceux pourquoi Nicolas Sarkozy était condamné aujourd'hui. Nicolas Sarkozy espérait qu'Emmanuel Macron ferait pression ou orienterait les parquets différents pour que ces affaires... Et de fait, il a gagné beaucoup de temps avant que la première condamnation n'intervienne. La deuxième leçon que l'on doit en tirer, c'est que la magistrature, avec tous ses défauts, reste un pouvoir relativement autonome. C'est-à-dire qu'une fois que vous mettez dans la machine un individu, dans la machine judiciaire, la capacité à le retirer de là devient très compliquée. Et donc, c'est une leçon aussi pour tous ces présidents qui, ces dernières années, notamment à partir de Nicolas Sarkozy, qui est le premier... Mais ça, vous le dénoncez aussi, qui est le premier, voilà, et c'est ce que j'ai contre Dominique de Villepin, a décidé de faire usage de l'appareil judiciaire. C'est le premier. Jusqu'ici, il y avait une séparation entre le politique et le judiciaire. C'est une leçon pour tous ces gens-là qui consiste à penser que l'on peut, de façon parfaitement en toute impunité, tenter d'instrumentaliser la justice
contre des adversaires politiques. C'est un jeu dangereux et Alexis Kohler, à mon avis, commence à le comprendre aujourd'hui. Lui qui a fait usage avec sa conseillère justice, Hélène Davot, de son influence sur la justice contre moi, par exemple, de façon très claire, avec justement l'aide de Rémi Yates, il commence à comprendre que c'est un jeu dont on ne sort jamais indemne et qui peut avoir des conséquences particulièrement graves. Et découvrir, comme il le fait aujourd'hui, ce que ça fait d'être perquisitionné, ce que cela fait d'être menacé de renvoi, parce que ça va être imminent. On parle du secrétaire général Élysée, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui était en fait l'homme tout-puissant de la Macronie depuis 2017. Il y a encore. Hein. Voilà. Et découvrir tout ce que cela peut produire comme effet et comme dégradation, tout simplement, de la capacité à être heureux et à vivre, eh bien, quelque part, c'est une leçon pour tous ces petits êtres qui ont tout simplement abusé de leur pouvoir. Enfin, pardon, vous disiez que Sarkozy avait encore toutes ses entrées à l'Élysée. La nomination de Bayrou, ça n'a pas été pour lui plaire. Hein. Pardon qu'il ne soit plus tout puissant comme il l'a été pendant longtemps en Macronie. Alors, on peut se désoler de la perte d'influence d'un homme qui quand même a dépassé déjà l'âge de la retraite et qui n'a pas de fonction élective depuis 12 ans et qui a décidé de gagner des millions d'euros en faisant jouer de son carnet d'adresses, etc., plutôt que de rester au service du bien commun. Ça ne me désole pas plus que ça. C'est un chef d'État, de beaucoup de chefs d'État. Oui, c'est devenu c'est regrettable. Ça ne l'était pas avant. Vous voyez, ça quand même, c'est un symptôme de dégradation de notre espace public. Il y a eu, jusqu'à un certain temps, une forme de dignité qui faisait qu'on se retirait silencieusement sans chercher à abuser des avantages que la République nous avait procurés, de ses réseaux et des bienfaits que des forces privées pouvaient en tirer pour gagner de l'argent contre nous. Parce que quand on recrute un ancien chef d'État, un ancien Premier ministre et ainsi de suite, c'est pour faire usage de l'influence qu'il a obtenue à des fonctions gouvernementales pour gagner des contentieux contre l'État, c'est intéressant ce que vous dites là, parce que, petite parenthèse, par exemple, la nomination, lapsus, par exemple, que l'ancien chef d'état-major des armées de Villiers ait rejoindre le Boston Consulting Group, par exemple, ça vous choque? Je trouve ça désolant. Je trouve ça désolant, d'autant plus qu'un discours souverainiste avait été porté par cet individu. On l'avait même envisagé à un moment donné. Et ça dit, encore une fois, quelque chose de l'absence de réglementation suffisamment sévère sur les questions d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et notre perte de souveraineté. On essaie de poursuivre Kémy Séba parce qu'il aurait atteint aux intérêts fondamentaux de la France, alors même qu'en plus on lui a enlevé la nationalité française, donc on ne devrait pas faire les malins à ce niveau-là. Et par contre, on laisse des palanquets d'anciens hauts fonctionnaires, d'anciens élus se vendre à des instances américaines sans aucune difficulté, des hauts fonctionnaires, devenir young leaders, aller au groupe Bilderberg, etc. Et alors là, ça ne pose aucune difficulté en termes de souveraineté. Il y a un moment donné où l'atavisme et en fait notre soumission à l'espace politique et économique nord-américain devrait nous interroger. Il y a un moment donné, elle devrait nous interroger, d'autant plus que là, il ne s'agit pas simplement de dénoncer. Il s'agit de penser aussi aux conséquences que cela pourrait avoir, parce qu'à force d'aveuglement et de corruption successive, on a failli rentrer en guerre avec la Russie. Et alors justement, ces enchevêtrements entre la politique, la justice, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais par exemple François Bayrou, on parle beaucoup de Marine Le Pen à l'approche du jugement attendu, je crois, pour mars 2025. Finalement, François Bayrou, il est sous le coup d'un appel, à peu près pour les mêmes raisons. Ça vous choque que quelqu'un comme François Bayrou, par exemple, puisse revenir en politique, déjà au-delà de ce que ça traduit sur un plan d'image, on s'attendait à un renouvellement de l'ère politique avec Macron. Finalement, c'est un retour à l'ère préhistorique avec Barnier, avec Bayrou. Mais là aussi, ça dit quoi? Que quelqu'un qui est sous le coup encore d'un appel pour l'affaire des assistants parlementaires qui avait eu le MoDem. Moi, ce que ça dit d'abord, c'est quoi cette justice qui tarde en même temps, vous êtes défenseur de la présomption d'innocence. Non, mais voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est quoi cette justice qui tarde 8 ans à juger un homme? Je veux dire, ça pose question quand même. C'est-à-dire que pendant 8 ans, vous laissez en suspens la vie d'un homme sans déterminer de sa culpabilité, son innocence, et en laissant une sorte d'incertitude quant au fait qu'il serait quelqu'un d'intègre ou non. Mais donc, du coup, là, pour le coup, là-dessus... Oui, non, mais en fait, c'est ça, c'est ce problème qu'il faut traiter. Il faut pas, si on part de la donnée existante, on se retrouve dans un faux débat, à défendre potentiellement quelqu'un qui est coupable, ou au contraire, à ne pas le défendre par peur qu'il le soit, et que du coup, ça nous compromette pour la suite. Non, écoutez, là, c'est la justice qui nous met dans une mauvaise position. Elle n'a pas le droit de suspendre la vie et les potentielles envies de défendre des idées ou de ces individus dans l'espace public. Et loin de moi l'idée de défendre M. Bayrou en tant qu'homme politique. Mais c'est comme et de façon différente avec Marine Le Pen. Marine Le Pen, on lui fait un procès parce qu'elle aurait utilisé l'argent du Parlement européen
non pour financer un travail au Parlement européen, mais pour financer ses assistants parlementaires au sein du parti qu'elle dirige. C'est le cas pour le Modem. Non mais attendez, que je sache, Marine Le Pen s'est fait élire pour lutter contre l'Union européenne. Donc on lui reproche d'avoir été fidèle à la parole de ses électeurs en n'en ayant rien à faire de cette instance européenne. Aucun électeur n'a voté pour Marine Le Pen en espérant que Marine Le Pen allait faire quoi que ce soit au Parlement européen. Et à l'époque, c'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque, elle était très clairement anti-Union européenne, elle voulait sortir de l'Union européenne, donc il était normal qu'elle concentre les ressources. Alors là où ça pose problème, et là où c'est difficile, mais c'est là où le débat était mal posé, c'est que du coup ça crée une forme de distorsion de concurrence entre les forces politiques. C'est-à-dire qu'elle bénéficiait d'une source de revenus qu'une autre force politique ne pouvait pas utiliser dans la concurrence électorale qui se menait. Mais pardonnez-moi, c'est quand même généralisé aujourd'hui. Si vous êtes citoyen et que vous voulez vous présenter une élection aujourd'hui, c'est strictement impossible. Vous êtes obligé d'en passer par des structures existantes parce que ça demande des moyens extraordinairement conséquents. La législation en termes de financement de la campagne est extrêmement lourde. Il faut des experts comptables, il faut des trésoriers. C'est intéressant d'ailleurs de savoir si Nigel Farage, à l'époque, avait utilisé ou pas des assistants parlementaires. Mais surtout, il faudrait un service public électoral qui vous permette de donner un appui à n'importe quel citoyen qui cherche à se présenter, qui fasse que vous n'ayez pas besoin de vous reposer sur des forces financières privées pour structurer votre proposition. Ça, par exemple, c'est une proposition qu'aucun parti politique ne porte, pour une raison très simple, parce que ça viendrait manger leur oligopole et ça viendrait les écarter d'un coup, parce que des gens compétents reviendraient dans l'arène politique. Et on serait face à ces médiocres insuffisants qui sont engraissés dans l'espace public depuis 50 ans grâce à leurs fonctions électives et grâce aux barrières qui sont mises pour que des citoyens ne puissent pas y participer. Et évidemment qu'ils n'ont pas envie de changer ça. Alors ça discute de proportionnel, mais des vrais sujets techniques, c'est-à-dire de la capacité d'accès pour n'importe quel citoyen à l'élection, là tout de suite... Vous pensez qu'elle peut être condamnée avec décision exécutoire parce que c'est ça, c'est son avenir politique qui se joue là en mars. C'est-à-dire que si jamais... Mais pourquoi vous pensez qu'elle essaye de faire tomber les gouvernements de façon successive alors que jusqu'ici elle s'accommodait parfaitement? Vous croyez que c'est... Je crois. Tout le monde le sait, tout le monde a compris. Et là tout d'un coup elle commence à parler d'élections présidentielles anticipées. Marine Le Pen sait qu'elle a jusqu'au 31 mars pour pouvoir se présenter aux élections présidentielles. Et elle voit bien que Jordan Bardella attend à l'affût derrière elle pour essayer de prendre la place si jamais elle n'était pas éligible. Donc bon, et que Bardella a l'appui de Bolloré et ainsi de suite, et se retrouve dans une situation où il peut éventuellement la remplacer. Donc Marine Le Pen, qui est quand même quelqu'un qui n'a aucune intelligence en termes de profondeur de pensée, mais qui a une très fine intelligence politique, a parfaitement compris le danger et a décidé de provoquer une bascule institutionnelle. Et on a Jean-Luc Mélenchon en face qui est ravi, entre nous, vous y croyez à cette possibilité d'élection présidentielle anticipée? Écoutez, c'est eux qui connaissent Emmanuel Macron l'a encore redit, il ira au terme de son mandat, il ne dissoudra même pas l'Assemblée nationale. Oui, vous y croyez, on a confiance en Emmanuel Macron et dans sa capacité à résister contre tout un système politique qui déciderait de se liguer contre lui. Vous avez déjà vu la presse comme elle le traite, après l'avoir encensé et protégé pendant quasiment 7 ans. Soudain, c'est devenu l'antéchrist. L'Obs, qui avait quand même propulsé Emmanuel Macron à l'élection présidentielle, soudain découvre qu'il serait peut-être un psychopathe. Non, mais c'est quand même, on est dans des situations aussi d'indécence qui me sidèrent et me dégoûtent. Et là, en fait, on a un rôle on a un rôle à jouer, je pense, et on doit réfléchir clairement à comment s'armer. Mais attendez, juste sur Marine Le Pen, ça veut dire que si jamais elle était condamnée, vous le dénonceriez, ça? Vous la soutiendriez? Moi, j'ai pas d'attache ou d'intérêt dans ce système politique assez moribond. Vous le dénonceriez? Et ça sert à rien pour moi de le condamner ou le dénoncer. Ce que j'explique, c'est que Marine Le Pen se devait à ses électeurs. Et ce qu'elle a fait, en fait, ne trahissait pas la parole qu'elle avait donnée à ses électeurs. Et le système fait une erreur en cherchant à la faire condamner sur ce point-là, parce qu'aucun électeur ne se sent trahi, à mon avis, par Marine Le Pen sur ce qu'elle a fait. Par contre, en droit, en effet, elle a procédé à une infraction pénale. Et maladresse, c'est ça? Non, c'est une infraction pénale qui devra probablement impliquer sa condamnation. On verra. La question de l'inéligibilité, je n'aimerais pas être à la place du président de la Chambre aujourd'hui qui a à la juger. C'est de l'exécution, parce que ce n'est pas tant l'inéligibilité, parce que si elle n'est pas exécutée, s'il y a un appel... Elle est appliquée d'office. Donc c'est-à-dire que s'il ne la fait pas appliquer en espèces, c'est qu'il lui rend une faveur.
C'est-à-dire que systématiquement, dans ce genre d'affaires, Non, mais l'appel serait l'exécution suspensif provisoire de la condamnation, non, mais l'exécution pas de provisoire l'exécution. Ah, vous parlez de d'inéligibilité, l'exécution provisoire. voilà, elle intervient de façon systématique dans ces affaires. Donc si, par exceptionnel, il ne l'appliquait pas, et il devrait Ah, l'argumenter. vous croyez qu'il y a Et il devrait l'argumenter, mais je pense que ce ne serait pas illégitime pour le tribunal de considérer qu'en l'état actuel des choses, les conséquences sur le devenir politique de la France seraient telles qu'il n'appartient pas au juge de s'entremettre dans une échéance aussi importante qu'une élection présidentielle, et que donc il prononce l'inéligibilité, mais qu'il appartiendra ensuite. sur soi. Et là, encore une fois, la durée de la procédure et la capacité du parquet et donc de l'exécutif, parce qu'en France, les magistrats du parquet, les procureurs, ne sont pas indépendants. Ils sont nommés par l'exécutif, ils ont des instructions générales. Jusqu'en 2014, ils avaient des instructions particulières. Taubira les a fait abandonner, mais elles existent encore. Mais ça pose un droit problème, parce que si on appelle, on est innocenté. Non, mais ce ça veut parquet-là, dire que la peine a déjà été appliquée. il a aussi le contrôle sur les durées d'audience. C'est-à-dire sur ce qu'on appelle l'audiencement, c'est-à-dire l'agenda. Est-ce qu'il audience à 1 an ou à 5 ans? Et donc, on peut tirer un fil comme ça, de façon à accélérer, ralentir les affaires, et jouer Avec la parenthèse et de l'élection influencer sur, présidentielle qui pourrait... et jouer sur les pour procédures donner un temps électorales. décalé. Monsieur Macron est arrivé au pouvoir par la grâce du scandale qu'il a fécondé concernant Monsieur Fillon, en coopération avec le Canard enchaîné. Et la mise en examen précipitée, extraordinairement rapide de Monsieur Fillon, qui avait eu le tort, non seulement de faire ce qu'il a fait, mais surtout, devant les Français, de s'engager à se retirer s'il était mis en examen. Ce qui, naturellement, a provoqué sa perte, parce que le pouvoir de l'époque a vu la faille, a accéléré les choses, il a été mis en examen pendant la campagne, et son devenir politique était scellé. M. Macron n'aurait jamais accédé autrement au second tour. Et donc, vous voyez à un moment donné cette porosité extraordinaire et excessive, cette instrumentalisation par toutes les factions de l'appareil judiciaire pour mener des luttes intestines, fait qu'évidemment le citoyen se distancie de tout ça et a une forme de mépris général, en fait, qui contamine tout le monde, qui consiste à dire, mais qui sont ces gens qui jouent à ces jeux de pouvoir avec quelque chose qui est censé être sacré? Pour clore l'épisode Nicolas Sarkozy, qu'est-ce que vous pensez du retour, mais plutôt de l'entrée en politique de son fils, Louis Sarkozy, qui suscite a priori une attention assez particulière de tout l'establishment. Il y a même eu une réunion publique, je crois, qui a été relativement suivie, en tout cas par les médias, mais dans les faits, je ne sais pas trop, il y avait quelques jeunes. Qu'est-ce que vous pensez que c'est arrivé en politique de Louis Sarkozy qui tombe un peu comme ça On parle d'une force politique, les Républicains, qui fait 5%. On parle d'un jeune homme qui a moins de 30 ans, qui décide de s'intégrer à cette force politique qui fait moins de 30 ans. Un homme qui n'a jamais rien fait de sa vie. C'est intéressant. Jamais rien fait, qui lui donne une quelconque légitimité, qui n'a jamais servi la France, qui a fait son cursus dans une université américaine, militaire, donc avec tout ce que ça peut impliquer en termes de compromission, et qui est le fils de quelqu'un. Et parce qu'il est le fils de quelqu'un, mais surtout parce qu'il a les moyens de se payer des agences de communication qui lui font la retape dans l'ensemble des médias et qui lui permettent, à travers les accès aussi de son père, donc Nicolas Sarkozy, de faire son entrée en scène dans l'ensemble des médias oligarchiques. Là, tout à l'heure, je vous parlais de la responsabilité de l'appareil judiciaire, mais quel pitoyable spectacle de la part de l'appareil médiatique et de son absence de traitement décent et égal des idées qu'il y a au sein de cette société, des gens qui veulent les porter. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous ressentez en tant que Français lorsque vous voyez qu'il suffit d'être le fils de quelqu'un pour tout d'un coup vous voir porter au nu par toute une série de journalistes. Il y a Glucksmann aussi, à gauche. Mais pardonnez-moi, Glucksmann, ce que vous qualifiez de gauche, qui n'est pour moi que le fils d'un népotisme oligarchique atlantiste particulièrement dangereux pour la France, on est dans une situation... Succès, parce que le PS était moribond, oui. Il a au moins fait remonter le PS à 14%. Mais voilà, vous voyez cette idée, ces constructions oligarchiques, là en l'occurrence en plus avec les appuis des réseaux de Lia Salamé, sa compagne et ainsi de suite, on est dans un entre-soi mais qui est pourrissant. Vous dites avec un relatif succès, en effet, très relatif et surtout très peu pérenne. C'est des figures en fait qui sont instrumentalisées puis qui disparaissent aussi vite. Sarkozy sur LCI s'est fait pas mal remarquer sur ses prises de position sur le conflit au Proche-Orient. Oui, bien sûr, voilà, c'est ça. On fait rentrer en scène. On projette avec toute la force d'un appareil informationnel quelqu'un, et ensuite on essaye de séduire les citoyens français qui sont le moins informés sur ces jeux oligarchiques, mais qui eux-mêmes commencent à comprendre comment cela fonctionne et commencent à prendre de la distance. Et vous l'avez écouté un petit peu, notamment sur... Mais pourquoi j'écouterais cet homme ? Pourquoi j'accorderais mon attention à cet individu ? Qui est-il et que représente-t-il ? Qu'a-t-il fait dans sa vie
pour justifier de la couverture dont il a bénéficié pendant cette période. Ça a été d'ailleurs très commenté par les individus, au-delà de l'imposture sur les idées et son incapacité à être en accord avec la famille politique qu'il est censé représenter. Mais ça, quelque part, j'allais dire une méchanceté, mais ça le fait ressembler à celui qui l'a enfanté. Alors, il y a quelqu'un dont on parle beaucoup, en tout cas sur les réseaux sociaux, étonnamment, qui est revenu aussi dans l'arène médiatique et contre toute attente. En effet, j'ai vu beaucoup de fois votre nom associé à lui. Alors, ça va être l'occasion ici de pouvoir, en tout cas, nous dire ce qu'il en est de cette relation, on va dire, là aussi assez étonnante. C'est Dominique de Villepin, puisque là, en effet, on parle de Nicolas Sarkozy, on sait bien que voilà, c'était loin s'en faut pas l'allié de Dominique de Villepin. Beaucoup de gens laissent entendre qu'il y aura un ticket qui se prépare pour 2027 entre vous et Dominique de Villepin. D'abord, voilà, vous nous avez confirmé que vous le connaissiez. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vous parlez ensemble? C'est vrai qu'on le voit de plus en plus dans l'espace médiatique. Est-ce que vous disiez voilà, que vous le soutiendrez, enfin plutôt que c'est lui qui devrait être derrière vous? Vous allez être candidat en 2027, Juan Branco? Est-ce qu'on peut déjà... C'est la question qu'on se pose aujourd'hui très clairement, parce qu'on est face à une situation où ce système doit sombrer d'une façon ou d'une autre. Coup d'État, révolution, élection, qu'importe. L'intérêt de la fonction présidentielle, c'est qu'en France, c'est qu'elle a cette capacité... Il y aura beaucoup de monde en 2027. À traverser les institutions. Vous voyez, on peut en fait, tout d'un coup, provoquer quelque part une révolution institutionnelle à travers la présidence. Il y aura peut-être beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens qui sont... Beaucoup de gens le souhaitent en tout cas, rechiquer. Oui, et la question qui se pose, c'est surtout pourquoi faire. Et moi, vous seriez le Bardella de Dominique de Villepin? Ne me comparez pas à quelqu'un qui n'a jamais rien fait, lui non plus, de sa vie, si ce n'est participer à la politique aérienne parisienne et à des jeux partisans. Oui, c'est très bien. Évidemment, quand vous héritez du principal parti de France... Il est même plus jeune que vous. À 25 ans, il a 29 ans, c'est ça? Moi, on s'est présenté l'un contre l'autre à Clichy-sous-Bois. On a fait campagne l'un contre l'autre. On a été tous les deux platement battus vous êtes rencontrés, par un brillant homme qui était, oui, bien sûr, qui était candidat En Marche, dont tout le monde a oublié le nom, parce qu'à l'époque, il y avait une sorte de vague, et on avait fait à peu près le même score, je pense qu'il avait fait 14%, lui 15%, un peu comme ça, il se faisait placarder. Il n'avait aucun militant, parce qu'on l'avait envoyé à Clichy-sous-Bois, vous vous souvenez, là où il y avait eu les émeutes, où étaient nées les émeutes de banlieue, un peu comme on aurait envoyé Charles Martel à Poitiers, vous voyez, pour essayer de bouter les Arabes hors de France, c'était le symbole. Moi, j'étais sur une position qui n'était pas tout à fait la même à l'époque. Vous étiez où à l'époque? Donc j'étais auprès de Jean-Luc Mélenchon, qui m'avait pris comme son avocat, et j'avais décidé symboliquement de relever un peu le défi avec ce jeune homme. Et on avait fait à peu près le même score. Il m'avait battu de peu, mais surtout on s'était fait écraser. On s'était fait écraser par En Marche et par les Républicains tous les deux. Donc je vois bien qui est cet individu, je vois bien ses insuffisances et je vois bien les espoirs qui ont été portés sur lui à un moment par un certain nombre de citoyens français qui ont cru qu'il y avait quelque chose derrière cette coquille vide. Le ticket Bardella-Le Pen, pardon, ils sont assez bien fonctionnés sur le plan médiatique. Donc vous, avec Villepin, ça pourrait... je trouve que la comparaison serait pas insultante. L'enjeu est surtout une question d'idées. On va essayer de sortir de la fixation sur les personnes. On a du mal à les voir, les idées avec Villepin. Moi, j'ai un peu de mal. Là, c'est les idées que nous avons élaborées avec un certain nombre de forces politiques, et notamment la plus importante, les Gilets jaunes, pour rendre le pouvoir... Mais sont où les Gilets jaunes aujourd'hui? Il y en avait autant de droite que de gauche. Ils seront derrière nous. Mais c'est justement cette idée. C'est comment est-ce qu'on fait pour refaire comme peuple. Macron, ni droite ni gauche. Non. Comment est-ce qu'on fait pour refaire peuple et rendre au peuple sa souveraineté? Ça n'a rien à voir avec Macron, qui avait décidé de faire un ni droite ni gauche pour continuer à servir un système qui, du coup, s'était créé sous Sarkozy, qui consistait à dire on est à gauche quand le pouvoir est à gauche, on est à droite quand le pouvoir est à droite, et comme ça, on garde le contrôle sur les ressources parisiennes. Les ressources que Paris concentre et que produit la France. Nous, c'est l'exact inverse. Avec les Gilets jaunes ont très vite compris que la seule façon de faire sauter ce système... Vous êtes en train de dire que Gilets jaunes plus Villepin, ça peut fonctionner ensemble? Non, mais ça pourrait fonctionner ensemble. Oubliez Dominique de Villepin. Si Dominique de Villepin veut me rejoindre et veut redevenir ministre des Affaires étrangères de la France... Parfait. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a une idée de la France, vous l'aviez dit, qui a une grande valeur. Ça, c'est aucune difficulté. Mais là, on n'est pas. Il n'y a pas de ticket en France. Il n'y a pas de président à vous suivre. C'est-à-dire que ce serait vous. Il n'y a pas de président ou de vice-président en France. En France, il y a une autorité présidentielle qui ensuite tranche sur un certain nombre de sujets. Et les sujets importants pour la France, c'est permettre aux Français par référendum de se prononcer sur l'appartenance ou non à l'Union européenne et à l'OTAN, pour éviter de rentrer en guerre, comme on nous le souhaite, sur le front russo-ukrainien
et autres. C'est retrouver la capacité pour les Français à contrôler leurs institutions, avec le référendum d'initiative citoyenne, avec les mandats impératifs et révocatoires. C'est retrouver une souveraineté économique. C'est-à-dire retrouver un contrôle sur la création monétaire, sur la capacité à créer des ressources avec les banques et avec les industries qu'elles vont financer. Vous voyez, c'est sortir de cette machine monde que le système capitaliste a généré en redevenant un peu plus autonome, en n'ayant pas des pénuries d'amoxicilline ou en train de vendre même le Doliprane parce qu'on essaye de faire des profits au service de quelques banques et de quelques hommes d'affaires. C'est rompre en fait avec cette oligarchie, c'est permettre aux magistrats d'être élus, et non plus choisi par le pouvoir, mais élu par le peuple, de façon à ce que le peuple puisse contrôler sa justice. Ce sont des propositions que personne ne porte. Vous me dites, il va y avoir beaucoup de candidats, si je vous ai bien compris. Très bien, il n'y en aura aucun. Gabriel Attal. Il n'y en aura aucun qui portera ces propositions, parce que ces propositions vont contre leurs intérêts et surtout contre les intérêts de ceux qui les soutiennent. Ils ne peuvent pas remettre en question ce système oligarchique qui les a fabriqués. Bardella et Attal ne sont rien sans les oligarques qui les soutiennent, que ce soit Bolloré et ainsi de suite. Ils ne peuvent pas aller contre eux, voyez. Et d'ailleurs, le plus souvent, ils sont... Vous avez envie d'y aller, vous, Juan Branco ? Moi, j'ai envie que ce pays sorte de cette ornière et de cet effondrement. Je suis très inquiet. Je suis très inquiet par ce qui est en train de se passer en France. Et donc, que ce soit moi ou un mouvement social, ce n'est pas le sujet. Moi, je vais essayer là de voir si on génère une dynamique sur une force politique pour les présidentielles. Si, entre-temps, on arrive à s'aborder autrement ce système, j'en serais ravi. Et si, en s'abordant autrement ce système, je n'ai plus aucun rôle à y jouer, j'en serais aussi heureux parce que ma tâche aura été ouverte. Et vous discutez avec Dominique de Villepin, justement ? Mais je discute avec beaucoup de gens qui, aujourd'hui, cherchent, en fait, quel est l'enjeu pour moi par rapport à 2027, le principal enjeu, ou avant, ou 2026, ou 2025, parce qu'on est dans cette situation-là, c'est la question des parrainages. D'accord ? C'est ce verrou institutionnel qui a été fait que les citoyens français ne peuvent pas se présenter aux élections. On leur exige de déjà faire partie d'une force politique préexistante. Donc ce travail-là, il faut qu'on le mène dès à présent pour anticiper cette possibilité qui peut, encore une fois, intervenir dans un mois. Là, on rappelle que François Bayrou avait permis à Marine Le Pen, si étrange que ça, de se présenter. Donc, il y a un moment donné, on peut provoquer cette bascule, parce que si on court-circuite le système qui est censé protéger les siens et organiser une concurrence fermée... Ah, mais vous, vraiment, comme Marine Le Pen, vous n'excluez pas le fait qu'il puisse y avoir une présidentielle anticipée ? Mais ce serait aberrant de ma part de ne pas me préparer à une éventualité où on aurait un boulevard pour exposer les personnes auxquelles on s'attaque. Évidemment qu'il faut s'y préparer. Est-ce que ça arrivera ou pas ? C'est pas mon sujet. C'est vrai qu'il a l'air d'avoir un espace, et pareil chez vous aussi, Dominique de Villepin avait été, je crois, à la fête de l'UMA. Il y a quand même une frange de la population qu'on n'attendait pas, qui trouve aujourd'hui des... Qui joue cette partition, on verra où ça le mène, et c'est très un peu votre cas, parce que vous êtes transpartisan, finalement, oui, vous venez de l'extrême gauche. Pardonnez-moi, moi j'ai un ancrage populaire, c'est-à-dire à travers le soutien que j'ai apporté à ces mouvements et l'engagement qu'on a eu horizontalement ensemble. Vous êtes toujours de gauche, vous revendiquez mais moi j'ai évidemment un logiciel de pensée qui est d'une autre gauche que celle qui existe aujourd'hui, mais qui est clairement de gauche, si on pense que la gauche c'est un rapport à l'humanisme. Mais je veux dire, je pense que beaucoup de citoyens ont compris que c'était des étiquettes qu'on instrumentalisait pour leur vendre. C'est-à-dire que si c'est la gauche de Mitterrand qui, 2 ans après son arrivée au pouvoir, se soumet au pouvoir de l'argent et de créer une financiarisation, puis après l'Europe de Maastricht et ainsi de suite, c'est pas ma gauche. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je ne vais pas me soumettre à une sorte de doxa dont il y aurait des gardiens du temple qui vous diraient « ça c'est être de gauche, ça c'est pas être de gauche ». Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'avec les propositions qu'on fait, on remet en question un système qui aujourd'hui est en train de rendre malheureux les gens au-delà de les rendre plus pauvres, parce que les gens, la jeunesse de ce pays est en train de s'effondrer. C'est ce que j'étais en train de vous décrire. On a 300 propositions qu'on a exposées dans Comment fabriquer une guillotine, parce qu'il ne faut pas oublier que la guillotine était un instrument politique au départ. C'est devenu une sorte de monstruosité que les Français ont détestée. Pardon, vous n'avez pas l'impression que, justement, en étant aussi radical, en tout cas sur le plan de la communication, vous allez effrayer beaucoup de gens aussi. Mais je pense que je vais rassurer beaucoup de gens, parce qu'ils vont comprendre qu'en fait, nous, on va pas les trahir. Si on n'a pas à couper des têtes à la fin, tant mieux. Si on n'a pas à envoyer aux îles Kerguelen les oligarques parce qu'ils auront d'eux-mêmes accepté de cesser de compromettre l'espace public en s'impliquant et en s'ingérant dans les affaires politiques françaises, tant mieux. S'ils sont prêts à rendre les clés de ce système politique de façon pacifique, tant mieux. Mais qu'ils ne croient pas qu'on va avoir la naïveté, nous cette fois encore, de se retrouver massacrés. C'est son problème, demandez-lui. On ne quémandera rien à personne.
On n'est pas dans cette dynamique-là. On a une légitimité, on a un parcours que Mais tous vous ces n'avez pas êtres de parti, n'ont pas. vous pensez que- Bien sûr qu'on a des structures d'appui. Vous pensez qu'on se lance la fleur au fusil. Bien sûr qu'on est en train de travailler de façon sérieuse. On n'est pas en train tout d'un coup de jouer à un jeu. Ça fait plus d'un an qu'on est en train de voir les différentes options qui vont nous permettre éventuellement à un moment de provoquer cette bascule en France. C'est pas anodin ce dont on est en train de parler. On est en train de parler de la redistribution de centaines de milliards d'euros chaque année. On est en train de parler du destin de 70 millions de personnes. Et on est en train de parler d'une entité Donc ce livre, historique c'est un livre programmatique, comme la c'est une France. synthèse politique de vos Dans ce travaux. livre, il y a évidemment tout l'aspect programmatique, il est sorti en octobre, et qui permet de comprendre quelles sont la synthèse en fait de tous ces mouvements de ces dernières années, qui me permettent aussi de comprendre, parce que la gauche actuelle qui pense qu'il s'agit d'augmenter les impôts pour accroître la redistribution et que c'est ça la solution. Non, c'est pas ça la solution. S'il s'agit de consommer encore plus de biens qui sont produits au Bangladesh et ainsi de suite, on ne va pas résoudre la tension qui existe au sein de cette société. Pourquoi ? Parce qu'un peuple consommateur qui ne produit pas ce qu'il habille, ce qu'il consomme et ainsi de suite, est un peuple malheureux. Si on veut comprendre pourquoi il y a une explosion qui a 7 fois plus aujourd'hui d'hospitalisation pour tentative de suicide qu'il y a 7 ans chez les jeunes filles, chez les 15 à 25 ans, 7 fois plus d'hospitalisation pour tentative de suicide en moins de 10 ans. Il faut comprendre qu'on est dans une crise civilisationnelle qui peut avoir des conséquences, qui a des conséquences déjà dramatiques pour eux. Et ça, c'est lié au fait que l'on n'est plus un pays. En fait, on est une sorte de territoire de passage. Je comprends ce titre qui est quand même archi provocateur, j'aimerais bien que vous m'expliquiez pourquoi. Votre programme, moi, avant d'être des idées, j'ai l'impression que c'est une volonté de renverser le pouvoir. Quoi. C'est vraiment ça. Mais bien sûr qu'il faut renverser le pouvoir. Mais il faut renverser le pouvoir pour ouvrir la porte à nouveaux citoyens français. Il ne s'agit pas de renverser le pouvoir pour la jouissance du renversement de pouvoir. On va être sans compte. J'ai suffisamment d'expérience aujourd'hui. On ne pas être un jour attaqué pour atteinte à la sûreté de l'État. Oui, bien sûr qu'ils essayent. On va s'amuser. On va voir qui est seul s'ils font ça. On va voir entre eux et nous qui est soutenu. Moi, je l'ai vu quand Camille Seba a été arrêté et s'est retrouvé au moins 4 de la DGSI. J'ai vu les personnes qui étaient à l'accueil, qui s'occupaient des escortes et compagnie, me dire qu'ils avaient peur de ce pouvoir et de la dérive et des conséquences que ces dérives pourraient avoir parce qu'ils ne comprenaient pas ce que cet homme faisait là. Des gens qui travaillent pour l'État, qui sont au cœur du système de l'État, qui commençaient à dire que ce n'était plus possible. Donc, à un moment donné, il faut aussi que les gens qui nous dirigent comprennent que leur capacité à instrumentaliser des biens communs, comme le sont les forces de police, les forces de justice, et ainsi de suite, trouveront leurs limites. Donc, qu'ils essayent, qu'ils viennent nous chercher au moment où on essaie de construire politiquement quelque chose. Je ne suis pas sûr que les gens les suivent et soient d'accord avec donc vous voulez raviver les gilets jaunes, l'esprit gilet jaune. Mais je veux raviver ce qui a fait que 85% des Français, à un moment donné, se réunissent autour d'un certain nombre d'idées communes. C'est aussi simple que ça. Il y a un moment donné où on est obligé de refaire corps. Et à partir de là, on relance quelque chose. Et à partir de là, ensuite, on s'engueule sur des sujets. On s'engueule sur qu'est-ce qu'il faut faire pour la baya, qu'est-ce qu'il faut faire pour... Tous ces débats qui sont devenus centraux en France pour des raisons, en fait, parfaitement instrumentales. Dans un deuxième temps, d'accord ? D'abord, on récupère le contrôle sur les institutions, sur l'espace politique, sur l'espace public, sur les médias, sur les algorithmes. Et ensuite, dans un deuxième temps, on voit ce que l'on fait. On reprend de la souveraineté et on retrouve de la souveraineté pour le corps français. Dans ce livre, il y a une réflexion intéressante sur la peine de mort, notamment à l'endroit de nos élites. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, alors je raconte comment Badinter est devenu l'idole de la gauche et en général de ceux qui se pensent progressistes et humanistes en ayant fait abolir la peine de mort, alors même qu'il était un des avocats et ministre de la Justice peut-être les plus corrompus qui soient. C'est-à-dire qu'avec son grand cabinet d'avocats, il graciait et protégeait les clients que ses associés continuaient de défendre à travers le ministère de la Justice, et ces clients qui étaient pour la grande majorité des membres de l'intelligentsia parisienne. C'est-à-dire qu'en fait, il était au service de la bourgeoisie d'affaires parisienne, Robert Badinter. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je rappelle comment la peine de mort pour laquelle une majorité de Français reste favorable, ça c'est quand même un non-dit qui est quand même intéressant, on l'a aboli par le régime parlementaire. Vous créez un référendum aujourd'hui, peut-être qu'une courte majorité sera finalement pour son abolition. Mais en l'état actuel des choses, les gens sont plutôt favorables. Pourquoi ? Parce que la peine de mort, initialement, sous sa forme la plus civilisée, entre guillemets, qui est la guillotine, a été fécondée pour faire peur aux puissants. C'était un instrument politique qui disait, si vous abusez de votre pouvoir contre le peuple, eh bien, vous aurez face à vous une situation qui risque de vous coûter beaucoup. Et peu à peu, elle a été absorbée par le système qui s'est assuré qu'évidemment, elle ne lui serait jamais appliquée, comme aujourd'hui la prison n'est jamais appliquée pour les plus puissants. Et elle a commencé à être appliquée à des violeurs, des pédophiles, des meurtriers, des gens du bas peuple, les plus déviants au sein du bas peuple, pour lesquels il n'aurait rien changé, qu'ils soient en prison à vie
ou exécutés, ou au contraire, pour lesquels il était probablement plus douloureux d'être enfermé à vie que d'être exécuté, parce que la prison à vie, la vraie perpétuité, c'est quelque chose qu'on ne souhaite évidemment à aucun être vivant. Et moi, je pense à possibilité de choix, que certains choisiraient peut-être la peine de mort. Et donc, on se retrouve dans une situation où, évidemment, la peine de mort perd son sens, si elle n'est plus utilisée pour effrayer ceux qui abuseraient du bien commun. Et à partir de là, l'autre élément, c'est que l'abolition de la peine de mort fait que, finalement, c'est plus très grave de se tromper judiciairement. Vous voyez, donc le taux de condamnation... Vous avez conscience que vous jouez quand même avec un sujet super sensible. Quand même. Écoutez, on est en République et théoriquement, on a le droit de discuter de choses qui sont fondamentales. Mais laissez-moi finir sur ce dernier point. La justice française, du coup, oui, bon, peut-être qu'il était innocent, mais on va quand même le condamner. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas l'enjeu de la vie d'un homme entre leurs mains, vous voyez, c'est-à-dire, bon, qu'il parte 15 ans en prison, voilà, et si on brise sa vie, tant pis s'il est innocent. Et donc on a vu, contrairement à ce qu'on pensait, se multiplier les erreurs judiciaires du fait de ce relâchement de la tension. Quand vous êtes rentré dans le prétoire en tant qu'avocat pour défendre un homme qui est condamné à mort, vous jouez votre vie aussi, pas seulement la sienne. Et les magistrats qui le condamnent jouent gros, parce qu'ils sont en train d'envoyer quelqu'un, c'est pas anodin, vous voyez, comme décision. Lorsque vous rentrez dans cette sorte de justice bourgeoise, où en fait, finalement, rien n'est irrémédiable, et peut-être qu'il aura... Eh bien, évidemment, vous provoquez un relâchement qui fait perdre aussi un peu de sa dignité, à la fois à la magistrature et à l'avocature. Ça, c'est des éléments de réflexion intellectuelle. Jamais moi, je ne me mettrai en position d'avoir à décider sur l'usage ou non, ou la réactivation ou non de ces dispositifs. Jamais un homme seul ne devrait avoir ce pouvoir. Par contre, le peuple français, comme sur tout autre sujet, doit avoir la possibilité de se prononcer, d'où l'importance du référendum d'initiative citoyenne qui doit lui permettre, lorsqu'il souhaite se saisir d'un sujet, de le faire. Quelle était l'expérience professionnelle de M. Attal avant de devenir conseiller ministériel ? Comment ça se fait que vous pouvez devenir conseiller ministériel au ministère de la Santé, où vous avez à prendre des décisions qui vont affecter les vies de millions de personnes, à 22 ans, sans avoir aucune expérience de ce domaine ? Comment ça se fait que vous pouvez devenir président d'un parti à 27, je ne sais pas quel âge avait M. Bardella, alors qu'il n'a jamais rien fait de sa vie ?